Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question, incontournable et parfois un peu déstabilisante en entretien d'embauche. Le fameux « Pourquoi vous ?» On va explorer ça ensemble en s'appuyant sur des idées d'un article Comment répondre avec impact à la question Pourquoi vous ? L'objectif, décrypter cette question, la transformer d'un piège potentiel en une vraie plateforme pour se démarquer. Qu'est-ce que le recruteur cherche vraiment, au fond ? Comment une bonne préparation peut tout changer ? Et puis comment on articule une réponse qui marque, quoi. Alors, c'est parti pour cette analyse en profondeur. Commençons par la base. Pourquoi cette question, elle revient tout le temps ? Qu'est-ce que les recruteurs essaient de déceler derrière ces mots ? Alors, c'est une question qui est bien plus révélatrice qu'il n'y paraît, en fait. Le recruteur, il ne cherche pas juste une liste de qualités, hein. Il évalue la capacité du candidat à s'analyser lui-même, sa compréhension réelle, spécifique du poste, et bien sûr sa motivation, la vraie motivation. C'est un moyen, en fait, de voir comment la personne se situe par rapport aux besoins du poste et aussi par rapport aux autres candidats. L'objectif, c'est vraiment d'identifier la valeur unique que cette personne pourrait apporter à l'entreprise. D'accord. Donc, une réponse qui serait un peu bateau, qui répéterait juste la fiche de poste ou listerait des compétences vues partout, ça serait une occasion ratée, voire un mauvais signe. Ah, oui, absolument. Une réponse vague, un peu passe-partout, ça. Ça trahit souvent un manque de préparation, ou alors un intérêt assez superficiel. C'est un des pièges les plus courants. Le recruteur entend des dizaines de fois « je suis motivé, dynamique, j'apprends vite ». Bon, ça dit rien de spécifique sur cette personne pour ce poste-là. Je vois. Et à part ça, cette généralité, quels autres écueils il faut absolument éviter pour pas tomber dans le panneau ? Outre celui à l'éviter, il y a deux extrêmes, oui. D'un côté, la fausse modestie, ou la sous-estimation, quoi. Minimiser ses réussites, ses compétences, ça peut faire douter le recruteur sur la capacité réelle à assumer le poste. Et de l'autre côté, l'excès de confiance, l'arrogance même. Ça peut être tout aussi préjudiciable. Vendre ses mérites, c'est essentiel, bien sûr, mais se présenter comme la solution miracle sans aucune nuance, ça peut braquer l'interlocuteur. Trouver le juste milieu entre confiance et humilité, c'est crucial. D'accord, éviter la banalité, la modestie excessive et l'arrogance, c'est noté. Mais alors, sur quoi on s'appuie concrètement pour construire une réponse qui soit solide, mémorable ? C'est quoi les ingrédients ? Alors, la construction, elle repose sur deux piliers, vraiment fondamentaux. Le premier, c'est une investigation approfondie. Il faut aller plus loin que la simple lecture de l'annonce. Ça veut dire décortiquer la fiche de poste, comprendre pas seulement les compétences techniques, mais aussi les qualités humaines attendues, les défis cachés du rôle. Et ensuite, faut élargir, enquêter sur l'entreprise, sa culture, ses valeurs, celles affichées et peut-être les réelles, ses projets, sa place sur le marché, ses succès récents, ses difficultés. Le site web, les rapports, la presse, LinkedIn, tout ça c'est précieux comme info. Ok, donc cette première étape, ça montre qu'on a fait ses devoirs, qu'on postule pas à l'aveugle, qu'on comprend le contexte. Mais est-ce que ça suffit pour répondre au « pourquoi vous ?» J'imagine que le deuxième pilier, il concerne plus le candidat, non ? Exactement. Le deuxième pilier, c'est l'identification de ses propres atouts, ce qui nous différencie. C'est là le cœur de la réponse. Il ne suffit pas de lister ses compétences ou expériences. La question, c'est pourquoi vous spécifiquement. Donc, il faut faire une introspection. Identifier ce qui rend sa candidature unique. Est-ce que c'est une combinaison de compétences rares sur le marché, une expérience internationale très pertinente pour l'entreprise, une double formation qui fait le pont entre deux domaines, une approche, une méthode innovante qu'on a développée avant? Faut chercher sa signature professionnelle, vous voyez? Ce mélange unique d'expertise, d'expérience, de savoir-être qui fait qu'on est particulièrement bien placé pour ce poste-là. Peut-être mieux que d'autres. D'accord, donc c'est moins lister des compétences que montrer comment notre combinaison unique répond pile aux besoins qu'on a identifiés avant. C'est beaucoup plus ciblé. Une fois qu'on a ça, l'analyse du besoin et nos atouts uniques, comment on assemble tout ça de manière percutante? Comment on passe des ingrédients à un plat qui a du goût?
L'organisation des idées, c'est primordial, pour que le message soit clair, convaincant et qu'on s'en souvienne. Une structure narrative, ça aide énormément. L'article qu'on a regardé, il met en avant une méthode qui a fait ses preuves, le modèle CAR. Contexte, action, résultat. C'est un excellent moyen pour pas rester dans l'affirmation générale, mais pour illustrer ses compétences avec des exemples concrets, et mesurables si possible. Ah oui, le fameux CAR, on en entend souvent parler. Vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire. Pourquoi c'est si efficace ici? Et ça s'applique vraiment partout? Son efficacité, elle vient de sa simplicité et de sa logique. D'abord, le contexte. On pose le décor, vite fait. C'était quoi la situation? Le problème à résoudre, l'objectif, le défi. Ensuite, l'action. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, spécifiquement? Vos initiatives, les compétences mobilisées, les décisions prises. C'est là qu'on montre son rôle. Et enfin, le résultat. Quelles ont été les conséquences positives? C'est là qu'il faut, si possible, quantifier. Les gains en temps, argent, qualité, satisfaction client. Les améliorations mesurables. Par exemple, face à une hausse des réclamations de 20%, contexte, j'ai revu et mis en place un nouveau suivi personnalisé, action, ce qui a réduit les réclamations de 15% en 3 mois et amélioré la satisfaction de 10 points, résultat. Et pour l'applicabilité, oui, c'est très polyvalent. Ça marche pour des réussites techniques, managériales, commerciales, même pour illustrer des compétences comportementales si on choisit bien l'exemple. Le fait de quantifier les résultats, ça c'est sûr, ça apporte une crédibilité indéniable. Ça transforme une affirmation un peu vague, comme «je suis orienté résultat», en preuve, tangible. Précisément, l'épreuve, c'est le nerf de la guerre ici. Chaque compétence, chaque qualité qu'on avance doit être soutenue par un exemple concret, une mini-histoire pro. Si on dit qu'on est un excellent manager, faut raconter une situation où on a remotivé une équipe ou comment on a fait grandir un collaborateur avec les résultats. Si on se dit innovant, faut décrire une solution créative qu'on a imaginée, mise en place et surtout l'impact qu'elle a eu. Ce sont ces anecdotes bien choisies pour leur pertinence avec le poste et si possible récentes qui donnent du poids au discours et qui rendent le profil mémorable. Une bonne histoire, ça marque toujours plus qu'une simple déclaration. Logique. Maintenant, cette réponse structurée avec ACAR, avec des preuves, même si elle est excellente, est-ce qu'elle doit être la même pour tous les postes? J'imagine qu'un DAF ne mettra pas les mêmes exemples en avant qu'un développeur. Ah non, l'adaptation est absolument essentielle. La structure CAR, le besoin de preuve, ça reste. Mais le contenu, les exemples choisis, l'angle d'attaque, ça doit être ajusté très finement au rôle. Par exemple, pour un poste de management, le focus des exemples CAR, il devrait être sur le leadership, capacité à fédérer, à donner une vision, à atteindre des objectifs ambitieux via l'équipe, à prendre des décisions strates, à gérer des situations complexes, des conflits, à développer les talents. Les résultats attendus, ça sera la performance collective, l'efficacité, le climat social. Pour un poste plus technique, les exemples, eux, vont mettre en lumière l'expertise pointue, la résolution de problèmes complexes, la maîtrise d'outils, de méthodes spécifiques, la veille techno, la capacité à innover techniquement, la passion pour le domaine aussi, ça peut être un élément à illustrer. Les résultats là, ça pourrait être l'optimisation de perf, la réduction de bugs, la livraison d'un projet technique, l'amélioration d'un process grâce à un outil. Et puis, pour un poste commercial, là, les projecteurs sont braqués sur la performance chiffrée. Le CA généré, les parts de marché gagnées, les objectifs dépassés, les nouveaux clients, les gros contrats. Les compétences relationnelles, la négo, la connaissance du marché, la gestion client, tout ça sera au cœur des exemples CAR. Un succès commercial concret, avec des chiffres, c'est particulièrement parlant. Cette adaptation, ça montre qu'on a compris les priorités spécifiques du rôle. C'est très clair comme distinction. Le fond doit vraiment coller aux attentes du rôle. Au-delà de ce contenu adapté, bien structuré, est-ce qu'il y a des techniques de communication, des petits coups de pouce pour rendre la réponse encore plus marquante? Oui, l'article qu'on a regardé suggère 2 approches en plus pour renforcer l'impact. La première, c'est le storytelling. Il ne s'agit pas d'inventer une histoire, mais bien de tisser ces expériences réelles en un récit cohérent, engageant. L'idée, c'est de montrer une trajectoire, une évolution logique dans son parcours, des apprentissages clés, et comment tout ça mène naturellement au poste visé. Ça permet de créer une connexion plus personnelle, émotionnelle avec le recruteur. Et ça rend le profil plus facile à retenir qu'une suite de faits. Mais attention, ça demande de l'authenticité.
Faut pas que ça sonne faux ou trop préparé. Transformer son parcours en récit, trouver ce fil conducteur qui donne du sens. C'est vrai que ça peut être puissant si c'est bien fait. Et la seconde technique? La seconde technique, c'est celle de la projection. Une fois qu'on a expliqué d'où on vient, ce qu'on a fait grâce au CAR et au storytelling, eh bien, il s'agit de basculer vers l'avenir, de se projeter concrètement dans le poste, comment on envisage d'aborder les missions, comment on pense pouvoir contribuer vite aux objectifs de l'équipe, du service. Si on a bien fait l'analyse avant, sur l'entreprise et le poste, on peut même suggérer, avec tact, quelques pistes d'amélioration ou des domaines sur lesquels on aimerait se concentrer. Mais il n'y a pas un risque avec cette projection de paraître un peu présomptueux ou de proposer des idées à côté de la plaque parce qu'on ne connaît pas tout de l'interne? C'est un équilibre délicat, c'est vrai. Il ne s'agit pas d'arriver avec un plan d'action tout ficelé et rigide. Plutôt de montrer qu'on a réfléchi aux enjeux, qu'on est proactif, qu'on a déjà des idées sur comment on pourrait apporter de la valeur. Faut le présenter comme une réflexion, une proposition, pas une certitude. Mais utilisée à bon escient, la projection, ça montre une forte motivation, une compréhension fine des défis, et ça aide le recruteur à imaginer le candidat dans le rôle, déjà en train de contribuer. C'est un signal fort d'engagement. Se projeter de manière constructive, je vois. Tout ça, ça dessine une préparation assez complète quand même. Mais bon, soyons honnêtes, l'entretien, ça reste un moment, potentiellement stressant. Comment on fait pour que la nervosité vienne pas tout saboter cette belle réponse qu'on a préparée? La préparation elle-même, c'est le meilleur anti-stress en fait. Savoir ce qu'on veut dire, avoir ses exemples en tête, ça donne une assurance considérable. Mais c'est vrai, le jour J, la pression peut monter. Des techniques simples peuvent aider. L'article mentionne des classiques, comme la respiration profonde, contrôlée, juste avant l'entretien. Pour calmer le cœur, oxygéner le cerveau. Pendant l'échange, adopter consciemment une posture droite, ouverte. Ça projette de la confiance, mais ça peut aussi influencer positivement notre propre état d'esprit. Et maintenir un contact visuel régulier, naturel. Ça montre l'engagement, l'assurance. La cohérence entre ce qu'on dit et le langage du corps, c'est essentiel pour être crédible. Une bonne gestion avant et pendant, d'accord. Mais que faire si le recruteur met le doigt sur une faiblesse, apparente en tout cas, un manque d'expérience sur un outil, une compétence moins développée? C'est souvent un moment délicat, ça. Ce qui est intéressant ici, c'est la suggestion de l'article. De ne pas voir ça comme une attaque, mais plutôt comme une invitation à discuter. Une opportunité de montrer sa maturité. La pire réaction, ce serait de nier ou de se braquer. L'approche constructive, c'est de reconnaître le point, avec honnêteté, transparence, et puis, tout de suite, montrer comment on compte y remédier. Ou le compenser. Par exemple, s'il manque une expérience sur un logiciel précis, on peut souligner sa capacité d'apprentissage rapide, idéalement avec un exemple passé, dire qu'on a déjà commencé à se former dessus, ou exprimer sa volonté de suivre une formation dès la prise de poste. L'important, c'est de montrer qu'on est conscient du gap, mais qu'on a un plan, et la volonté de le combler. Ça transforme la faiblesse en preuve de conscience de soi, d'humilité et surtout de proactivité. C'est souvent très apprécié, ça. Transformer une apparente faiblesse en démonstration de potentiel et de volonté, c'est une perspective beaucoup plus positive en effet. Pour que tout ça soit encore plus concret, est-ce qu'on pourrait esquisser rapidement à quoi pourrait ressembler une bonne réponse qui intègre plusieurs de ces éléments? Peut-être dans la tech, la finance et puis un autre domaine pour varier. Volontiers, prenons la tech, pour un poste de dev senior par exemple. Je pense que ce qui me distingue, particulièrement pour ce rôle, c'est ma capacité prouvée à non seulement développer des solutions robustes, mais aussi à comprendre, intégrer les enjeux business derrière. À tout différenciant. Par exemple, dans mon projet précédent, Contexte, on avait des lenteurs critiques sur notre plateforme e-commerce pendant les pics. J'ai proposé et mené le dev d'une nouvelle Archi Microservice Action, ce qui a non seulement divisé par 3 les temps de réponse, mais a aussi permis de réduire les coûts d'infra de 20% grâce à une meilleure scalabilité. Résultat, cette double vision, technique et orientée perf business, rappelle à tout. Je suis convaincue qu'elle me permettrait de contribuer efficacement à votre objectif d'optimisation du l'UX annoncé pour l'année prochaine. Projection. Maintenant, pour la finance. Disons un poste d'analyste risque. Ma valeur ajoutée pour ce poste, elle réside dans ma double compétence en modélisation financière et ma connaissance approfondie des dernières réglementations prudentielles, notamment IFRS 9. À tout différenciant. Chez mon employeur actuel, Contexte, j'étais responsable de l'adaptation de nos modèles de provisionnement pour cette norme IFRS 9. J'ai développé, backtesté de nouveaux modèles actions qui ont permis une implémentation réussie dans les délais et une réduction de 10% de la volatilité des provisions. Résultat,
Cette expérience pratique d'un projet réglementaire complexe, alliée à ma maîtrise des outils d'analyse de données, que vous utilisez aussi, adaptation, me positionne bien, je crois, pour renforcer votre équipe et contribuer à l'amélioration continue de vos processus de gestion des risques, projection. Et pour un profil différent, imaginons un poste de chargé de com dans une ONG. Ce qui m'anime, et je pense me différencie, c'est ma capacité à traduire des problèmes sociaux complexes en récits engageants qui mobilisent le public, à tout différenciant. Pour l'ONG X, contexte, on avait du mal à financer un projet d'accès à l'eau. J'ai conçu et lancé une campagne de com multicanale, centrée sur les témoignages des bénéficiaires. Action. Ça a non seulement dépassé notre objectif de collecte de 30%, mais ça a aussi généré une couverture média nationale qu'on n'attendait pas. Résultat, savoir raconter ces histoires avec impact, avec authenticité, rappel à tout, c'est ça que j'aimerais apporter pour accroître la visibilité et le soutien à vos actions pour l'éducation. Projection, adaptation. Ces exemples sont très parlants, oui. Ils intègrent bien l'atout unique, l'illustration par le quart, avec des résultats si possible chiffrés, et cette projection dans le rôle. Finalement, en abordant cette question « Pourquoi vous ?», avec méthode, avec authenticité, elle perd beaucoup de son impact, de son côté intimidant. Ah oui, absolument. Loin d'être un piège, c'est une vraie opportunité, stratégique même dans le recrutement. C'est le moment privilégié pour se distinguer. Pour montrer pas seulement qu'on a les compétences, mais aussi qu'on a compris les enjeux de l'entreprise. Et qu'on est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Les clés, comme le souligne l'article, c'est vraiment l'authenticité. Faut pas jouer un rôle. Une préparation rigoureuse avant, une structure narrative claire comme le quart pour appuyer ses dires, et une personnalisation fine de la réponse à chaque contexte. Une réponse sincère, réfléchie, bien illustrée. C'est infiniment plus puissant qu'un discours générique. Ça renverse complètement la perspective. D'une question qu'on subit, on passe à un moment où on peut activement prendre la main. Pour convaincre, pour démontrer sa valeur ajoutée spécifique. C'est une vision bien plus proactive. Tout à fait. Et il y a une implication qui va même au-delà de l'entretien, en fait. Apprendre à maîtriser l'art de répondre à « pourquoi vous ?», c'est en réalité apprendre à identifier, à articuler et à valoriser sa propre singularité professionnelle. Savoir expliquer clairement ce qui nous rend unique, pertinent, c'est une compétence fondamentale pour piloter sa carrière, sur le long terme, que ce soit pour négocier une évolution en interne, construire son réseau de manière ciblée, ou même se positionner sur de nouvelles opportunités. C'est une réflexion très juste. Et ça nous amène à une dernière pensée, une piste à explorer pour ceux qui nous écoutent. Clairement, de définir et de savoir exprimer clairement ce « pourquoi moi ?», cette valeur ajoutée unique dont on a parlé, comment ça pourrait activement façonner non seulement les opportunités de carrière qui se présentent, mais aussi la manière dont on interagit, dont on se positionne dans son réseau pro au quotidien. Et voilà qui conclut notre exploration approfondie de la question « Pourquoi vous ?». L'essentiel à retenir, c'est moins une épreuve qu'une scène ouverte pour affirmer sa singularité. La condition, une préparation soignée, une structure claire, des preuves concrètes et une bonne dose d'authenticité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.